Bonjour. Bonjour à tous. Donc, comme il vous l'a dit, je suis Lionel Koskas. D'habitude, je ne donne pas ma profession parce que ça plombe un peu l'ambiance. Mais bon, puisque ça a été fait, oui, en effet, donc j'ai créé avec Eric Vance qui est avec nous, Mac Bidouille, et je vais lui laisser la parole. Lionel est un peu plus âgé que moi, j'ai 29 ans. Je suis ingénieur réseau à la base. Et en fait, tous les deux, on faisait partie d'une petite communauté de passionnés de Mac. Et en fait, on se retrouvait régulièrement dans des réunions physiques pour partager et échanger sur les bidouilles, les modifications matérielles qu'on faisait sur nos Mac, ce qui était assez peu commun à l'époque. Et puis lors d'une de ces réunions, un jour, on a décidé de faciliter ces échanges en créant ce qu'on appellerait aujourd'hui un blog. C'était en fait un site web, une page web, sur laquelle on éditerait, on allait publier en fait des articles sur les différentes bidouilles qu'on réalisait. On a mis en ligne MacBidouille le 5 janvier 2001 et le 7 janvier on l'a annoncé à tous nos amis et le 9 janvier Steve Jobs faisait une keynote au Macworld Expo à San Francisco et il annonçait ce qu'il appelait le Digital Hub avec comme élément central dans le Digital Hub le logiciel qui est devenu un standard aujourd'hui, iTunes. Comme la plupart des logiciels édités par Apple, iTunes avait une limitation assez majeure. Il permettait de graver de la musique, mais uniquement sur les graveurs fournis par Apple dans leur machine. Et donc, quelques heures après la sortie d'iTunes, on a publié en fait la méthode pour faire sauter cette limitation, pour rendre libre la gravure sur tous les graveurs. Et en fait, cette information s'est fait reprendre sur de nombreux sites d'actualité spécialisés. Et donc, il y a eu ça a provoqué une forte affluence sur notre site web. Et on s'est pris au jeu. Et ce qui était à la base un site perso est devenu MacBidouille. Et on a rapidement développé des forums de discussion pour que les aficionados, tels que nous l'étions, puissent se retrouver. Alors, quand Nicolas et l'organisation de TEDx Mine-Nantes nous a fait l'honneur de nous proposer de faire un talk ici, on s'est demandé quel sujet on allait pouvoir aborder avec Lionel. Et d'abord, on aurait pu vous parler de l'histoire de MacBidouille pendant des heures, on aurait pu vous parler en long, en large d'Apple, mais surtout de nos relations conflictuelles avec Apple. Mais parce qu'en fait, cette entreprise est loin de ce qu'on peut imaginer, mais on a entendu beaucoup parler de ça ces dernières semaines. Et en fait, on a été par ailleurs témoin d'une évolution dans l'Internet, en fait, et plus particulièrement dans le comportement des internautes. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et donc petit retour en 1995, flashback, à l'époque, se connecter à Internet était une démarche un petit peu spéciale, puisque c'était très technique, et la connexion était limitée dans le temps. Donc déjà, il fallait avoir un ordinateur, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Il y avait 2 millions de foyers équipés en 1995. Et puis aussi, il fallait un modem. Et la connexion, il fallait se connecter pour une durée limitée dans le temps. À l'époque, on estime qu'il y avait à peu près 60 000 internautes en France. Alors ça, c'est peut-être à cause du Minitel, on était un petit peu en retard. Ceci dit, le bon côté des choses, c'est que le Minitel a inspiré le design du premier Macintosh. Vous comparerez les deux photos, vous vous rendrez compte très vite. Et puis, alors petite anecdote, des fois on mettait le réveil la nuit on dormait à côté de nos machines, on mettait le réveil la nuit et on se réveillait pour déconnecter l'ordinateur après un long téléchargement. Je pense que Lionel aussi se rappellera longtemps de la tête de sa femme quand il a reçu une facture de France Télécom de 4000 francs à l'époque, 600 €. Et puis aussi, chose assez étrange, on se donnait rendez-vous sur Internet. Et des fois même en s'appelant par téléphone. Donc tu te connectes, ouais j'arrive. Et, et donc en fait, Internet était une denrée rare, un endroit où des passionnés se retrouvaient. Et les choses ont changé depuis, mais peut-être que dans la salle, certains se souviendront de ça.
c'est un petit moment délicieux pour moi. En principe, c'était le moment où ma femme me dit bon, ok, je monte au lit. C'est à cette époque-là, donc à peu près en 95, qu'Eric et moi nous sommes rencontrés. Comme vous l'avez constaté, on a quand même une assez grande différence d'âge. J'ai 13 ans de plus que lui. Et ça prouve bien un peu la façon dont fonctionnaient les relations entre les gens sur Internet à cette époque-là. On s'est rencontrés sur un site, je ne sais plus exactement lequel, et puis on a commencé à discuter. Tout ce qu'on connaissait l'un de l'autre, c'était un avatar, un nom. Et on a commencé à parler, à dévoiler des choses au fur et à mesure. Pas l'âge, pas tout de suite, heureusement peut-être. Et en fait, on a commencé à s'apprécier sans savoir qui on était. Et c'était quelque chose qui était assez fabuleux parce que ça nous a permis de franchir des barrières probablement insurmontables et de devenir amis de manière durable et donc de pouvoir faire des choses ensemble. Et donc, à l'époque, il y avait en fait deux univers distincts. D'un côté, l'univers réel, dans lequel on déclinait une identité réelle, et de l'autre côté, un univers virtuel, dans lequel on évoluait sous un pseudonyme. Et sur Internet, donc, notre identité était caractérisée par nos propos, nos accomplissements sur le web, et aussi notre réputation. Et sur les forums MacBidouille, les gens venaient dans un but précis, aider ou se faire aider, et finalement la seule chose vraie qu'on savait d'eux, c'était la configuration de leur ordinateur. Et chose amusante, même dans les rencontres physiques, les rencontres réelles, quand par exemple lors d'événements comme l'Apple Expo, on s'appelait par nos pseudonymes. Donc salut Ewok, salut Yoda, en général c'est beaucoup de personnages Star Wars. Et donc malgré tout, il y avait en fait un respect entre ces différentes personnes, malgré le fait que on se cachait derrière un pseudonyme à l'époque. Et on n'avait pas non plus besoin de modération sur nos forums. Ensuite, à partir des années 2000, Internet s'est généralisé, heureusement pour la France, et surtout les connexions sont devenues illimitées dans le temps, notamment avec l'arrivée de la DSL et du câble à l'aube des années 2000. Et aussi, il y avait un nouveau moyen d'accès un peu plus tard sur Internet, le téléphone mobile, le smartphone en fait. Et d'une connexion épisodique limitée dans le temps, on est passé progressivement à une connexion permanente et ça s'est amplifié, ce phénomène, notamment avec l'arrivée de l'iPhone en 2007. Donc en fait, on ne se connecte plus à Internet, on est sur Internet. On est en permanence sur Internet. Et en fait, ce changement, cette évolution a été accompagnée de modifications comportementales qu'on a constatées notamment sur MacBidouille, puisque à partir de ce moment-là, les deux univers qui étaient déclinés dans deux identités différentes, l'univers réel avec notre véritable identité et l'univers virtuel sous un pseudonyme, ont commencé à se réunir. Il y a eu un processus de fusion de ces deux univers. Et donc, on retrouvait nos deux identités sur Internet. Donc en fait, on retrouvait les personnes entières sur Internet. C'est assez particulier parce que les gens essayaient de travailler l'image qu'ils donnaient de leur identité réelle sur le réseau et ils utilisaient leur pseudonyme comme un masque derrière lequel ils allaient se cacher dans différents contextes. Alors dans un cas, ça peut être pour faire vivre leur personnage virtuel, typiquement dans l'univers des jeux, ou dans un autre cas, pour s'exprimer beaucoup plus librement et plus violemment, en tout cas plus violemment que la façon dont ils se seraient exprimés dans la vie réelle. Alors il y a un exemple assez flagrant, c'est l'éditeur de jeux Blizzard qui a en 2009 annoncé qu'il faudrait dorénavant décliner son identité réelle pour se connecter au forum de Blizzard. Et donc ça a provoqué un tollé général et ils ont dû avorter l'idée. Sur MacBidouille. Donc là, on va reparler de notre expérience, en particulier sur les forums de MacBidouille. Donc ces forums ont maintenant 11 ans. Au tout début, on était sur un petit noyau dur de membres et aujourd'hui, on doit en avoir quelque chose comme 160 000. Et on a vu les comportements changer radicalement avec non seulement cet afflux de gens, mais cet afflux de temps de connexion.
Au départ, lorsque les gens venaient sur les forums, c'était essentiellement pour des besoins très ponctuels, une question à poser. Bonjour, j'ai un problème. Ensuite, ou alors d'autres, plus rares souvent hélas, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, qui venaient répondre à ces questions. Il faut lancer le truc, c'est très difficile. Au fur et à mesure que l'Internet est devenu une chose de moins en moins rare et de plus en plus un loisir, je m'ennuie, je vais faire un tour sur Internet, on a vu les gens passer plus de temps sur les forums et on est passé de l'essentiel à des choses moins essentielles et même de la futilité. Les gens discutaient de plus en plus entre eux dans un forum de rencontre, avec un point commun qui au départ était donc les produits Apple. On commençait à discuter de plus en plus, à échanger, à s'épandre sur leur vie privée, sur d'autres choses. Et plus les gens se dévoilaient, et plus il y avait une évolution où des sous-groupes se créaient en fonction d'affinités qui n'étaient plus celles du forum au départ, qui étaient donc les ordinateurs Apple, mais sur des détails. Je me souviens d'un groupe de membres qui avait des Jack Russell, et puis ensuite, à force de se dévoiler, sont les femmes qui ont créé un petit groupe, parce que sur un forum informatique, il n'y en a pas tant que ça. Et ces petits sous-groupes se sont multipliés, et je ne pourrais pas dire, parce que certaines personnes sont à cheval sur le nom de ce groupe. Le corollaire à ça, c'est que certaines personnes se sont découverts aussi des antagonismes, parfois des détails aussi, ça peut être aussi la marque du chien, je vous fais sourire. Et, pardon la marque, je suis désolé, pauvre chien, sa race, excusez-moi. On commençait à se découvrir d'autres des antagonismes, et on assistait à des disputes sur des points de détail qui étaient incroyables. Et alors qu'auparavant, on n'avait pas besoin de modération, là, on a commencé à en avoir besoin, de plus en plus, pour maintenir, disons, pour éviter que les choses ne dérapent, ce qui peut aller assez facilement sur Internet, parce que les gens veulent souvent aller tout au bout et toujours avoir raison, toujours imposer leur point de vue, probablement parce qu'ils sont en partie derrière les avatars. C'est un peu comme les automobilistes qui préfèrent faire un accident plutôt que laisser quelqu'un qui n'a pas forcément la priorité passer. Alors maintenant, on peut s'intéresser, on a vu cette évolution, on est passé d'avatar à un début de fusion, maintenant on peut s'intéresser à ce qui va se passer sur l'avenir. Ça commence bien entendu par la manière dont on va se connecter au réseau dans l'avenir, en particulier dans la mobilité, puisque c'est ça qui rend l'accès constant. J'ai mon téléphone dans ma poche, je suis connecté. Donc pendant un moment, j'avais cru qu'on allait pouvoir avoir quelque chose avec les réseaux communautaires, comme voulait le faire Phone par exemple. Chacun partageait son Wi-Fi et en échange avait accès au Wi-Fi de tous les autres. Mais bon, ça n'a pas tellement plu au gouvernement de tous les pays qui considéraient que c'était un moyen de surfer sur Internet de manière anonyme et donc de faire du terrorisme, ou pire en France, de pirater. Parce que c'est surtout en France que les choses se sont gâtées les premières avec la loi Adopi. Aujourd'hui, si je décide volontairement de laisser ma connexion Internet ouverte pour la partager avec des gens qui en auraient besoin, et que quelqu'un décide de télécharger un morceau de musique, ce qui est très grave, je risquerais de me voir attaqué pour défaut de sécurisation de ma ligne Internet. Je serais un grand bandit. Donc ça, c'est fini, on le met de côté, on n'arrivera pas à ces partages-là. Ce côté communautaire a été tué. Donc il faut partir vers d'autres technologies, d'autres en auraient sûrement mieux parlé que moi, mais bon, on va parler un peu de la 4G, la prochaine génération de téléphonie mobile sans fil, mais plus de réseaux sans fil, qui a rapporté beaucoup d'argent à l'État français, ça tombe bien ces temps-ci, et qui va nous permettre en fait d'accéder dans de meilleures conditions, avec des meilleurs débits, à Internet, en toutes circonstances, et dans des endroits où on ne peut pas forcément le faire aujourd'hui, parce que trop loin, trop à l'intérieur d'immeubles et des choses comme ça. Donc la 4G va nous aider à continuer à avoir cette immersion en nomade, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable lorsqu'on veut aller sur Internet, se connecter, d'avoir des lenteurs, d'avoir des choses qui sautent. Ça perturbe ce phénomène immersif où les gens aimeraient se plonger, en particulier sur Facebook, où ils nous racontent leur vie. Ce serait fort dommage de rater certains épisodes. Ensuite, on peut se poser la question sur l'évolution des appareils qui vont nous permettre d'aller sur Internet. Au départ, c'était uniquement ces gros ordinateurs monolithiques qu'on avait sur nos bureaux. Ensuite, progressivement, on s'est acheminé vers les ordinateurs portables. Alors pourquoi est-ce que les portables aujourd'hui représentent plus de la moitié des ordinateurs vendus? C'est surtout parce qu'aujourd'hui, ils ont la puissance suffisante pour pratiquement tout faire. Il n'y a plus besoin d'avoir une énorme tour qui prend une place folle, surtout quand je me mets dans le séjour et que ma femme me dit « ton ordinateur est moche ». Ah oui, le WAF, c'est très important, le Woman Acceptance Factor. C'est quelque chose qu'on apprend à prendre en compte quand on est marié depuis longtemps. Et donc, les portables sont plus acceptables. Mais pour aller plus loin dans la mobilité, on retombe sur l'iPhone, les smartphones aujourd'hui et les tablettes. Mais on reste limité par quelque chose au niveau de ces appareils-là. Premièrement, la taille de leur écran, c'est le retour qu'on a d'Internet une fois qu'on a rentré des choses. Il reste limité.
Si un smartphone a la taille d'une tablette, ça devient une tablette. Si une tablette a un écran trop grand, elle est plus transportable. Donc on peut regarder un petit peu ce qui est prévu dans l'avenir, parce que vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas nous laisser comme ça avec des appareils qui évoluent très peu. Là, on nous fait surtout gagner en puissance dans des téléphones et dans les tablettes, ce qui n'est pas forcément super utile, mais bon, ça fait partie des choses il faut trouver un moyen de vendre le produit suivant. Donc, la piste la plus proche, ça va être ces appareils qu'on nous promet dans quelques années avec des écrans flexibles ou plutôt enroulables. On dépliera son écran quand on en a besoin, et puis on repliera, on remettra dans la poche. C'est d'ailleurs amusant de noter qu'on a réussi à refaire la tablette comme on faisait les tablettes gravées, et puis maintenant on va repasser au parchemin. C'est l'évolution vers l'avenir. Ensuite, l'autre problème qu'on a, c'est l'interface d'entrée. C'est-à-dire que vouloir rentrer beaucoup d'informations dans un téléphone mobile ou dans une tablette, c'est insupportable. Et donc là, on pourrait parler d'Apple avec Siri, on s'achemine à nouveau vers des systèmes de reconnaissance vocale qui sont les plus simples et les plus pratiques à mettre en œuvre. Pour ça, Siri se démarque un peu des autres, et peu de gens l'ont remarqué, par justement son fonctionnement qui va déléguer à des serveurs externes le traitement des données, le traitement des réponses, qui va les faire revenir sur le téléphone. C'est intéressant parce que ça permet de faire évoluer le système de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Il ne met même pas à jour son téléphone, ce sont les serveurs qui sont mis à jour. Et la pertinence augmente. D'ailleurs, on peut noter que Siri nous recolle encore plus au réseau. On a une dépendance de plus au réseau qu'on en avait auparavant. Même pour lui demander quelle heure il est, si on n'a pas envie de regarder son téléphone, il faut avoir un accès au réseau. Donc, plus tard, où on va aller, encore plus tard, là, ce sont des choses d'aujourd'hui. Sincèrement, je pense que la reconnaissance vocale va rester quelque chose qui risque de s'imposer sur le moyen ou sur le long terme, même si des gens comme moi continueront à préférer à taper sur leur clavier plutôt que tout le monde entende ce qu'il est en train de rentrer comme information. Plus tard, au-delà, au niveau de la vision, il y a encore des projets qui sont faits qui sont assez intéressants. On aura probablement des lunettes avec des écrans plats semi-transparents qui nous permettront de partager les données entre l'extérieur, la vie réelle, et le numérique. Et là, c'est intéressant parce qu'arriver là, ce sera la fin de la fusion, puisqu'on aura les deux univers qui se superposent et qui seront totalement imbriqués. C'est ce qu'on essaie de nous faire manger aujourd'hui de manière qui n'est pas très efficace encore, la réalité augmentée. Demain, on va se promener et puis, hélas, on sera sur Google en même temps et on verra passer une boulangerie et une pub clignotera, sponsorisée par Google, venez acheter le pain ici. C'est pas génial, mais ce sera probablement comme ça. Et alors, ensuite, si on veut aller plus loin, on nous a promis aussi des lentilles de contact qui nous serviront d'écran. Il n'y aura même plus les lunettes. Voire des systèmes qui pourraient projeter directement sur la rétine les informations vidéo. Si, c'est pas une blague, hein, c'est quelque chose qui est fait. Et bon, peut-être qu'un jour on y arrivera, on pourra directement puiser dans notre cerveau les informations ou les envoyer. Moi aussi, il n'y a pas si longtemps que ça me faisait sourire jusqu'à ce que je lise un article sur des scientifiques qui ont réussi à aller lire dans le cerveau de quelqu'un, pas de manière très précise, mais à voir approximativement l'image que la personne regardait. Donc peut-être que demain, l'immersion dans les deux sens fonctionnera directement, où on mettra une jolie résille sur sa tête et on aura accès. Et à ce moment-là, on sera probablement les premiers Homo connectis, ou les Homo sapiens connectis. On aura passé un nouveau cap. Alors ensuite, bien entendu, on aura un souci, c'est qu'on sera totalement dépendant du réseau. Et en même temps, on aura une mémoire absolue. D'ailleurs, je finirai là-dessus, puisqu'il y a pas mal d'étudiants. Imaginez comment se passeraient vos examens si vous aviez accès à toutes les données de la planète en même temps. Ce serait probablement sympa, mais en même temps, on nous jugera à ce moment-là non plus sur notre savoir, mais probablement sur notre intelligence et notre manière de gérer les choses. Je vous remercie beaucoup.